Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. On se lance et je vais te proposer une petite intro et après tu pourras réagir. Vas-y. Donc si je dis une bêtise, mais normalement je dis pas de bêtises, puisqu'on a fait un pré-entretien et ce que je dis est vrai. Ok. Sam, bienvenue chez moi. Sam, tu m'as dit être l'incarnation du fantasme de l'arabe Domi, entre guillemets. Tu es français d'origine kabyle. Après avoir rejeté cette fétichisation, un jour tu décides de l'utiliser. Le sexe devient facile, ou en tout cas plus facile, tu reçois plein de messages, et tu rencontres quelqu'un, un couple de 8 ans dans lequel tu as ce rôle. Vous êtes en couple ouvert, tu baises en mode brutal d'homme top avec ton copain, et tu trouvais la tendresse avec un autre amant. Là, ça me fait un petit geste de... Tu vas pouvoir affiner cette intro mal écrite par moi. Et puis un jour... J'ai dit que tu trouvais la tendresse avec un autre amant, ouais. Et un jour, le 15 octobre dernier, tu me dis que tout s'arrête, et ta libido avec. Et aujourd'hui, tu te questionnes, est-ce qu'être ce Domi, c'est vraiment moi ? Est-ce que je continue ou j'arrête ? Et moi, Guillaume, je me demande, toi Sam qui me disais être très cérébral, je me demande quel est l'impact de ces années de fétichisation sur ta santé mentale. Et qu'est-ce que tu penses de ce petit résumé ? T'as fait un petit geste à un moment donné de bof. Avec mon ex, pendant 8 ans, on n'a jamais été en couple ouvert. Ok. C'était avec mon chéri, quelqu'un avec qui j'ai cet amour réciproque, avec qui on n'a jamais mis de cadre du tout. On est juste connecté à un moment de besoin et du coup, on est totalement libre de faire ce qu'on veut. Voilà. Mais tout le reste, ça me va. Ça te va plutôt. Et du coup, j'aimerais bien qu'on reprenne au début. Ouais. Et je pense qu'on va imaginer que toi et moi et les gens qui écoutent ne savent pas du tout ce que c'est la fétichisation. Okay. Et moi, je serais intéressé. Et toi, tu n'es ni chercheur, ni censé être expert, tu vois. Et j'aimerais juste que tu partages, toi, ton expérience de ce que tu mets derrière le mot en étant assez concret. Tu vois, donc ça s'invite comment, la fétichisation dans ta vie ? Ok. Est-ce que tu veux que je prenne les lunettes de l'histoire ou les lunettes du fait pur ? C'est-à-dire, je remonte dans le temps pour étayer ma situation, ce que je ressens, ou plutôt simplement ce qu'aujourd'hui je comprends de ce qu'est la fétichisation en tant que victime et utilisateur. Ouais. Comme tu veux. Ok. Moi, j'ai pas compris tout de suite. De toute façon, j'avais aucune compréhension du milieu gay, puisque j'ai grandi donc à Cergy-Pontoise, dans un milieu très hétéro. J'ai fait beaucoup de danse hip-hop, en l'occurrence, très hétéro également. Mais j'ai su très 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 jeune que j'étais homo, mais j'avais pas de mots pour ça. Et en fait, mes premiers échanges sur les réseaux sociaux, Caramel, voilà, j'avais 18 ans. T'as quel âge aujourd'hui ? 42, je n'ai connu que du réseau social en ligne pour les rencontres. Et du coup, au début, donc, j'ai exploré ce qui était pour moi ma sexualité, en tout cas mon attirance vers les garçons, à 19 ans, première fois. Mon premier copain, en l'occurrence, il habitait à Nancy. Donc, c'est connu sur Caramel au mois de juin 99. Et on a parlé pendant 3-4 mois, et puis on s'appelait tout le temps, et puis il m'a invité chez lui pour mon anniversaire, au mois de novembre. Et donc la première fois que j'avais un garçon, je l'embrassais, on avait un rapport sexuel. Et du coup, il était un peu plus vieux que moi. Et automatiquement, il voulait que je sois actif. Alors moi, ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais vas-y. Enfin, je comprenais la mécanique, mais sans plus. Automatiquement, ça veut dire que pour lui, c'était, il n'y a même pas eu de proposition. Il voulait que je sois actif. Il avait jamais vu mon corps, il avait juste vu ma tête. On s'est échangé une photo en 3 mois. Photo de visage et tout. Donc il avait aucune visibilité sur mon corps et comment j'étais membré ou pas. Et peut-être qu'en voyant la chose, il s'est dit « Ah, j'aimerais bien ». Alors moi, 19 ans pour le coup, 19 ans pile poil. C'était vraiment à minuit 1. Ok, donc capote et compagnie. Et puis on a fait notre truc. Bon, mécaniquement, je pouvais le faire, mais je n'ai rien ressenti du tout. Lui a bien aimé.
l'occurrence, j'ai pas éjaculé. Et je me suis dit à ce moment-là, bon, bah, apparemment, je suis actif. Ok. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et bon, ça s'est terminé avec lui assez rapidement, 2-3 mois. Et donc, je suis dit, bon, bah, faut bien que je fasse d'autres rencontres. Donc, j'ai découvert d'autres sites de rencontres au-delà de Caramel, comme Beurre Online, par exemple, comme à l'époque Dial H. Beurre Online, c'est... Beurre Online, c'est le site web de rencontres spécialisé pour les communautés maghrébines, pour les maghrébins et ceux qui aiment les maghrébins. Ok. Bon, avec mon œil très naïf, naturel et de l'époque, je dis bon, c'est cool. Je vais rencontrer d'autres bœufs comme moi, on va pouvoir échanger, et voilà. Je m'en foutais de savoir que quelqu'un pouvait avoir un kink ou quoi. Pour moi, bah, moi j'aime bien les blancs, j'aime bien les rebeux, bah, vas-y, go, on s'en fout, quoi. Et super rapidement, j'ai été balayé par la violence des échanges sur Beurre Online, en l'occurrence, sur la rapidité, la vulgarité, et en fait il y avait plein de mots que je comprenais pas, tu vois, genre top, TBM, dominant, enfin plein de terminologies. J'étais en mode mais de quoi tu me parles, moi je vais faire l'amour sur Boyz II Men, tu vois. Je vais faire l'amour. Mais totalement. Ancien danseur hip-hop. Et du coup, j'ai bloqué tout de suite sur le truc. J'ai back off, tu vois. Enfin, j'ai reculé, quoi. J'en veux pas. Ça me convient pas. Super jeune, je comprends pas ce qu'on me racontait. C'est une violence pour moi. Et donc je continue mon petit chemin sur des sites un peu plus cool. Je crois qu'à l'époque, ça devait être Dial H, je pense, comme Dial H, un peu moins racisé, en tout cas stéréotypé. Et par la danse, dans des rencontres de danseurs, dont un qui m'a fait connaître le milieu gay. Je ne connaissais absolument pas le milieu gay, je ne connaissais pas le Marais, j'avais jamais été dans le Marais. Et je découvre un peu tout ce monde-là. Le Marais, c'est le Marais là, ici. Oui, mais nous sommes écoutés de partout dans le monde. D'accord, le Marais, c'est le quartier gay très connu de Paris qui ne l'est quasiment plus aujourd'hui. Mais le Marais, c'était le repère parisien pour tous les homosexuels d'Île-de-France. Et de France, en l'occurrence. Mais on savait que c'était un peu le Jérusalem, quoi. Tu pouvais un peu aller là-bas et tu étais un peu safe et tu avais des gens comme toi. Voilà, c'est comme ça que moi je le percevais. Et donc quand tu dis je ne connaissais rien du milieu gay, à ce moment-là, c'est quoi pour toi le milieu gay? Il y a quoi derrière ce mot? Tout. C'est quoi être gay? C'est quoi la culture LGBT? C'est quoi la sexualité gay? C'est quoi un homosexuel? C'est quoi un homosexuel masculin, féminin, butchy, queer? Tous ces trucs, je les connaissais pas du tout. Enfin, pour moi, j'étais attiré par un garçon et moi, je transposais une vision très hétéronormée des choses. C'est-à-dire que j'aime les hommes, donc je vais me trouver un mari, je vais avoir des enfants, avoir un chien, une maison, une voiture. Je suis content, tu vois, c'est comme ça que j'ai grandi, moi, dans un modèle très hétéronormé. Et j'ai vite découvert tout ce que j'avais fantasmé dans ma tête, en tout cas idéalisé, c'est pas exactement transposable. Donc je découvre grâce à un ami à l'époque qui était également danseur, qui m'avait vu dans des compétitions, m'a dit tiens en fait il me lâche mon blaze, mon surnom de danseur, et sur le Beurre Online en l'occurrence, et je dis t'es qui toi? Et puis là il me papote et je comprends qui c'est. Je dirais pas son nom parce que voilà. Mais et ça devient mon premier ami gay et danseur en plus. Je suis putain mortel, premier ami gay, danseur d'origine racisée. C'est cool, tu vois, premier pote, je suis super content, en fin de ma vie. Et on se rencontre, on papote, alors il se passe absolument rien entre nous. Et lui me dit vas-y viens, moi je te montre le milieu. Alors, pour moi c'était comme si tu ouvrais la porte de l'armoire de Narnia, tu vois. Et en fait, je viens avec lui, il me dit vas-y, je viens dimanche à 22h, Folies Pigalle, à BBB, soirée Black Blanc Beurre, qui avait eu lieu à Folies Pigalle. Folies Pigalle, oui, à Pigalle. Et donc je vais là-bas un dimanche, j'avais jamais été en soirée gay, j'avais été une fois dans ma vie dans le Marais, j'avais traversé le Marais, mais genre capuche remontée, en mode je cours, je traverse juste le truc pour voir comment c'est, mais tu vois, j'ai fait Beaubourg, Bastille, enfin, les yeux limite, tu vois. Et puis jamais, pas deux fois. À l'époque. Et du coup, je découvre la bébé. Déjà, je vais à Pigalle, première fois de ma vie aussi, et j'arrive là-bas et. Je peux te raconter plein de trucs parce qu'en fait, il y a plein de trucs ma pensée, comme tu le sais, non, t'inquiète. Récente. En fait, moi, j'avais envie, et c'est super ce que tu racontes, j'avais envie que tu mettes des mots sur ce que c'est pour toi la réalité de la fétichisation. Mais justement, j'y vais. Mais t'inquiète, vas-y. J'y vais du coup. Et du coup, j'arrive à Pigalle, j'avais un petit peu faim, je passe au McDo qui est en face, et je vois plein de mecs, costard, enfin, en Lacoste. C'est l'époque TN, Lacoste, machin, banane Lacoste, survêt Lacoste, machin. Bon. Donc, pas costard. Pas costard, excuse-moi, parce que en fait, je voulais dire Cosla parce que Lacoste en verlan c'est Cosla.
Kosla, d'accord, ok. Ouais, bref. Et juste pour les gens, et en vrai, parce que parfois je pose des questions, Ouais. je connais les réponses. Parfois je pose des questions, je connais pas les réponses. Ouais. Et là, c'est vrai que je connais pas la réponse. TN, j'ai jamais compris à quoi ça. C'est une marque d'Air Max. C'est un modèle d'Air Max. Nike. Nike des Air Max chaussures. TN, ouais, tu sais, celles qui ont des grosses bulles là. T'as eu à un moment donné, c'est très connu dans le milieu, alors, partout, mais particulièrement chez nous, un gros fantasme sur les mecs qui portent des Air Max TN, tu sais, qui ont des semelles comme ça, avec Ouais. des bulles d'air apparentes. Ok. Ça coûte 1000 balles. C'était l'attirail en l'occurrence, du mec de cité qui faisait fantasmer beaucoup d'homosexuels. Ok, mais si ça coûte 1000 balles, qui peut se payer ça? Les gens qui ont de l'argent ou qui trouvent de l'argent. Qui habitent en cité, qui Bien sont sûr. et qui Bien sûr. mettent 1000 balles dans un. Tu ok. sais, quand tu portes un ensemble jogging survêt Lacoste, une banane Lacoste, une casquette Lacoste, des chaussures Air Max, Nike Air Max TN, t'as de l'argent. Tu fais ce qu'il faut pour avoir l'argent. Ok. Je dis pas que l'argent est propre, mais t'as de l'argent. Ok. Donc je croise tous ces mecs, très Kaira, tu vois, pour moi, ok, bon. Moi je suis habitué, j'ai grandi à Cergy, tu vois, donc je connais tout ça. Je vais faire la queue pour rentrer dans la Folies Pigalle qui sont littéralement 10 mètres derrière le McDo, enfin 10 mètres devant le McDo. Donc je retrouve ces gars-là et tout, et puis je rentre et tout, donc je retrouve mon pote. Bonjour, il me fait rentrer, je paye pas, c'est cool, je me sens VIP. Et je rentre dans la salle, tu connais le Folies Pigalle ? Non. D'accord. Bon, je rentre dans la salle qui est pas très grande, mais c'est un petit dance floor avec un étage en balcon. Et là, je regarde autour de moi et je comprends rien. En fait, il y a du rail qui est joué par un DJ. Et là, je vois des mecs de toute origine, de tout physique, de tout style vestimentaire, plus ou moins efféminés. Et surtout, je vois des mecs sur le podium et tout, habillés en djellaba, ou habillés limite en burqa et tout, comme des femmes maghrébines ou arabes, tu vois, Ok. en train de danser, belly dance et compagnie, tu vois, en mode, ils dansent sur du rail, mais comme des femmes. Et là, je bug, je fais OK, donc je sais que c'est des garçons, mon cerveau enrichit l'information, et je me rends compte que certains, je les reconnais. C'était les mecs que j'avais vus au McDo en train de faire la queue pour prendre leur burger, tu vois. Et là, mon cerveau comprend qu'il s'est passé un truc entre le dehors et le dedans. Bon, j'ai l'intelligence de comprendre qu'effectivement, ici, ils expriment quelque chose. Je viens d'un milieu, enfin, moi, j'ai fait de la danse, donc voilà, évidemment, il y a de tout, puis j'ai pas mal d'art, donc je comprends des fois les problèmes d'identité, de besoin d'exprimer d'autres choses. Et là, je comprends que, ok, d'accord, donc là, c'est vraiment un endroit safe, peut-être pour ces gens-là. Du coup, pour nous, je m'inclus dedans, mais particulièrement pour ça, ok, ça existe. Ok, bon, le truc que j'emmagasine, je passe pas une super soirée. Il y a beaucoup d'informations pour moi. Ouais. Je comprends beaucoup de choses, je vois beaucoup de rebeux, en l'occurrence. Est-ce que tu es dans cette soirée black, blanc, beurre? Ouais, où tu as toutes les stéréotypes, tous les clichés, puis toutes les expressions possibles que je ne savais même pas qui existaient. Où il y avait un besoin d'avoir Ça une existe place. encore aujourd'hui? Parce que Je ça, sais pas du tout. c'était il y a 15 ans? 2002. 2001, pardon, 2001. 20 Donc il y a ans. 22 ans, 23 ans même. Non, je crois pas que ça existe encore, je pense pas. Bref, donc je découvre tout ce monde, mon pote m'aide un peu à comprendre tout ce qui se passe, je suis en mode, mais what the fuck, d'accord, ok, d'accord. Je rentre dans mon Cergy pontoise bien hétéronormé et je me dis, waouh, ça dans mon cerveau, il y a une déchirure psychique. Ah ouais, ok, donc... Puis tu vois, ça recoupe avec des choses que je comprenais pas quand j'étais gamin, comme Eli Kaku, tu vois, par exemple, ce comédien. Je commence à comprendre des choses que mes parents disaient pas, tu vois, forcément. La communauté maghrébine juive, la féminisation, tout ça, c'était un peu borderline, tu vois, je commence à avoir des petits éléments qui tombent. Donc je navigue là-dedans, tu vois, entre plusieurs sites de rencontres et je veux tester, tu vois, je sens que ça commence à gratter en bas, j'ai envie de tester des choses sexuellement, mais j'ose pas. Monsieur Boyz II Men romantique, en mode putain, faut que je passe par du plan cul, je comprends, faut que je passe par du plan cul pour explorer. Je comprends que par la romance, ça passe pas. Bon, je teste très très timidement, avec plein de peur, de phobie, de ce que tu veux, du VIH, des MST. Puis à l'époque, c'est 3 mois d'attente, c'est l'horreur, quoi. Premier dépistage, 3 mois. J'étais tout seul en panique, bref. Et plus le temps passe, et plus je me rends compte que y a quelque chose qui est très récurrent en me concernant. Première question, t'es de quelle origine ? À chaque fois, t'es de quelle origine ? Sur les réseaux. Sur les réseaux. À chaque fois, parce qu'il y a ma photo. Mais donc, je suis en mode, mes parents sont d'origine algérienne. Mais pourquoi tu dis algérienne, kabyle ? Pareil. Ouais, parce que Kabyle, c'est vraiment la région d'Algérie, mais bon, ça reste l'Algérie, quoi. Et donc généralement, je leur réponds, voilà, mes parents sont d'origine kabyle ou algérienne, et mais pourquoi c'est important ? Ah, parce que j'aime bien et tout, vous avez beaucoup de charme. Bon, au début, je fais pas attention, tu vois. Et en fait, ça devient ultra récurrent. Et puis, donc, je rencontre des mecs qui sont majoritairement caucasiens, parce que c'est mon style de mec, caucasien. Et visiblement, je me rends compte qu'il y a un écho. C'est vraiment les caucasiens que j'attire le plus. Cool, ça me convient. Et donc, c'est quasiment exclusivement du soft que je fais. C'est quoi du soft pour toi ? Du soft pour moi. Impossible de faire plus. C'est quoi du soft pour toi ? Fellation.
On s'embrasse, on se caresse, fellation. Enfin, en l'occurrence, moi, je pratique pas du tout. C'est pas du tout quelque chose qui m'attire. De quoi? La pénétration anale? De pratiquer la fellation sur un homme. On te suce. En gros, c'est des plans où on te suce. Ouais, en gros. Et les deux se caressent. C'est ça, exactement. Et on s'embrasse. Et on s'embrasse avec ou sans éjaculation pour ma part. Bon, je rencontre quelqu'un dans les 2-3 années qui suivent, à côté de chez moi. Trop marrant, à côté de chez mon père et tout, avec qui je vivais. Et un petit blanc, yeux bleus, mignon, magnin, gymnaste, nickel, ma petite cam, quoi. Et on fait de petites romances et tout, un peu cachées, parce que bon, voilà, on a Sergi Pontoise, on ne le dit pas trop. Et à un moment donné, je comprends on couche ensemble, et en l'occurrence, il y a l'événement Boyz II Men. Ma première fois avec lui, moi je voulais mettre une bande-son, tu vois, donc j'ai vu du Boyz II Men. Et l'heure de casting. Et en fait, la relation se passe pas très bien. Et puis, je comprends qu'il m'a trompé. Et on en reparle un peu plus tard. Il m'explique que, en fait, il attendait de moi pas du tout ça. Et je comprenais pas. Je dis, mais tu peux m'expliquer? Il me dit, écoute, moi, il avait 3 ans de moins que moi. Il me dit, moi, je suis sorti avec plein de rebeux et tout. Et t'es très différent des autres rebeux. Et là, je suis en mode, c'est-à-dire, parce que mes parents sont algériens, je suis né à Cergy, mais je pense que mon physique est assez maghrébin, on va dire. Et donc, vas-y, donc je comprends qu'en fait, il me dit que non, mais moi, lui, ce qu'il voulait, c'était un mec plutôt actif, dominant, nanana. Donc, je commence à entendre des mots-clés, tu vois. Et il me dit, ouais, tu vois, comme les mecs dans Cité Beurre, dans les films Wesh Cousin. Et là, je dis, what? Wesh what? Et il commence à m'expliquer, il me montre. Et là, je découvre des productions, Cité Beurre, Wesh Cousin. Tu vois qu'il y a un lien avec le site Beurre Online. C'est un peu la même famille qui a fait tout ça. Et je vois les films et je vois tout le fantasme qui a été construit autour de la cité, autour de la racaille, qu'elle soit maghrébine, Afrique noire, antillaise ou juste blanche. Je vois tout ça et mis en scène, en fait, de manière très cheap, très mal jouée. Mais quelque chose, il y en a plein des films comme ça. Du coup, j'étais très, très intrigué, donc j'en ai vu plein en mode documentaire Arte, tu vois. Et j'ai étudié le truc, je regardais ce qu'ils faisaient. Je dis putain, ça veut dire qu'en fait les mecs, quand ils me voient, ils voient le rebeu, TBM, de cité, et ce qu'ils veulent, c'est qu'en gros, je les malmène sans aucun respect, très bourrin, potentiellement et si possible sans capote, donc à risque, en les insultant, et si je peux en arabe, c'est encore mieux. Et les humilier. Et là, je suis en mode, mais c'est quoi ça? Et tu vois, je pars de mon Boyz II Men, j'arrive à Wesh Cousin, et je dis, putain, en fait, ça existe. Et en fait, c'est vraiment parce que là, je ne peux qu'ouvrir les yeux sur tout ce que j'avais lu et entendu depuis des années, et je ne comprenais pas d'où ça venait. Et ça venait de ce genre de médias, de supports pornographiques. Et tous ces mecs-là ont construit, en tout cas une partie de ces mecs-là ont construit leur sexualité et ont fantasmé sur ce genre de contenu. Et du coup, je me suis rendu compte que, oh putain, c'est donc ça qui se passait quand je couchais avec lui ou avec lui, qui me disait pas. Et là, ça commence dans mon cerveau à se mettre en place. Je lui dis non, mais c'est hors de question. Déjà, je vis pas en cité, j'ai pas de cave. Je te parlerai pas en arabe parce que je parle pas arabe pour commencer. Je viens d'un milieu assez classe moyenne, tu vois. Même si je suis TBM, même si j'ai une apparence virile ou quoi, il est hors de question que je t'insulte ou que je t'humilie ou que je prendrai pas de risque. En plus, je mettrai une capote. Et là, en fait, je pars dans un mood de je recule tout de suite de tous ces réseaux et je prends super peur, en fait. Mais une vraie peur. Tu sais, genre... Putain, ça veut dire que ça fait 4 ans que je me fais violer, en fait, sans le savoir, par ces mecs-là. Qu'en fait, ils viennent vulgairement me sucer, parce que ce qu'ils voulaient, c'était trouver de la bite de rebeu, TBM, et ils espéraient que derrière, je les éclate contre un mur, ou leur foutre des patates. La violence, quoi. Alors, le petit bisounours que je suis flippe, et il se dit, ouah, donc vas-y, on recule, on se protège, on met en place des filtres et des protections intellectuelles, on analyse, et là j'ai commencé à cérébraliser à mort tout ça, en prenant tout ce qu'on me disait avec le prisme de cette information, que ça existe, et que ça, les gens aiment, et malheureusement une majorité. Donc je continue quand même mon petit chemin romantique et quand je peux sexuel, mais maintenant je sais ce qui se passe en face de moi ou entre mes jambes, tu vois. Je comprends mieux. Et là, je suis dans une espèce de dilemme. Est-ce que j'accepte ou pas
qu'on m'utilise comme un objet sexuel? Est-ce que je viens alimenter éthiquement, moralement, même politiquement cette tendance, puisqu'une tendance, c'est un vrai kink, ou est-ce que je me bats contre ça? Donc j'ai deux questions à te poser. La première, tu dis majoritairement les mecs aiment ça. Toi, alors, à la louche, tu dirais que sur 10 interactions à cette époque-là, il y en a combien qui fétichisent comme ça, qui viennent parce que... 10. 10 sur 10 ? Jusqu'aujourd'hui. 100% ? 100%, jusqu'aujourd'hui. Ok. Si je te donne un exemple tout con, et là, on fait un retour vers le futur. Là, aujourd'hui, sur Grindr, je m'amuse à faire des tests. Hein. J'enlève mes origines ethniques, je n'indique pas mes mensurations. Mon compteur de messages chute immédiatement. Donc tu mets ma photo, ma taille, mon poids, ma position, ma position actif, voilà, que je suis là pour du fun, par exemple, c'est tout. Ok. Et ce que tu mets pas, c'est la taille de ta bite. Ouais, j'indique pas parce que du coup tu peux le faire dans Grindr, mais dans mon texte, je mets plus que je suis d'homme, top, rebeu, XL, machin. Je mets juste cherche pour du fun, et c'est tout. Il y a pas d'indication sur le kink que je pourrais porter sur moi. Oui. Okay. Mes messages, je suis très vite en termes de. Je suis déjà amusé à le faire. Hein. Je change. Oui. Par exemple, dans mon titre, je mets Rub, Dom, Top, XL, Daddy, par exemple. Tu vois. J'indique dans mes critères que je peux indiquer sur Grindr, mes origines, peut-être même, tu vois, ma tribu. Tu m'as indiqué. Tribu, papa, Daddy, machin, tout ça. En 10 minutes chrono, je vais avoir 15 messages. Ok. C'est ultra flippant. Et des messages de partout, hein. Pas que dans la région, pas qu'en Normandie, parce que je suis en Normandie, pas que dans l'Île-de-France, de partout. Aujourd'hui, tu habites en Normandie. C'est ça, exactement. Tu as souvent fait référence à ton physique, oui. Qui, selon toi, ce que tu as dit, ça incarne le fantasme. Est-ce que tu es à l'aise de te décrire physiquement ? Okay. Je suis 1m80, 80 kg, je fais la muscu, je suis poilu, j'ai une grosse barbe, j'ai un peu de cheveux, pas partout. Voilà. Yeux bruns, yeux marrons. Et tout ça, c'est exactement les critères qui correspondent au fantasme. Exactement ce que j'ai compris que ça matchait sur le fantasme du rebeu dominant, okay. machin. Et quand tu ne mets pas les kinks en mots, rebeu dominant, que tu mets juste ta tête, et comme tu dis que tu as une tête qui incarne et juste du fun, est-ce que tu as quand même dans tes messages... J'ai quand même des messages. C'est quoi la proportion des messages qui, en fait, veulent ce fantasme, qui disent, est-ce que tu es arabe Alors aujourd'hui, en 2024, t'as beaucoup moins de mecs qui ont les couilles de dire directement, parce que c'est politiquement incorrect, peut-être que l'origine. Ça se fait de moins en moins. Et c'est cool, je suis pas content. T'en as quand même. On va dire que quand j'indique pas mes origines, sur 10 messages, t'en auras 2 qui vont quand même me demander t'es quelle origine. Assez intéressant, ça peut être une personne d'origine caucasienne ou maghrébine qui peut te demander ça. C'est intéressant. Parce que t'as 2 phénomènes. Tu vas avoir le caucasien, et j'espère choquer personne, le caucasien qui va être attiré par le méditerranéen et ou le maghrébin, qui lui peut être frontal. Puis tu vas voir le maghrébin, arabe, on s'en fout, qui va lui vouloir coucher qu'avec du rebeu. T'as les 2 phénomènes. Faut consommer de la même manière à la fin, hein, ça répond au même fantasme. C'est pas la même approche. Donc 2 pour 10, on va dire. Ça marche. Donc là, est-ce que tu te souviens à quel moment donné je t'avais interrompu ? Juste pour préciser. Je vais t'expliquer le fait qu'aujourd'hui, parce qu'on faisait ce jeu-là, justement, je faisais ce jeu-là des fois d'enlever pour voir si ça marchait. Et j'ai un peu ce côté, j'aime bien tester et étudier ce qui se passe. Donc je remontais mon histoire en disant que j'étais face à un dilemme entre est-ce que j'exploite finalement ce que je ne peux pas contrôler, qui est mon apparence. Je peux pas changer la communauté LGBT, en tout cas qu'on connaît à Paris par exemple, en Île-de-France ou en France. Je peux pas lutter contre des kinks qui ont été créés à tort ou à raison, qui sont pas que pour les homos, hein. Il y a aussi la petite beurette chez les hétéros, hein. Moi j'ai des copines maghrébines, et ce que je leur raconte, c'est totalement adéquat avec elles, hein. La petite beurrette de chiennasse, ils kiffent aussi, hein. La petite beurrette de chiennasse, c'est aussi un kink côté hétéro, et qui vient du même truc de la cité, et plutôt même, on peut même remonter plus loin, hein, les colonies, tu vois, t'as vraiment une histoire derrière. Et juste pour que je comprenne, parce qu'il y a des gens qui écoutent qui pourraient se dire, à l'époque, il te suffisait, tout ça c'est des gros guillemets, hein, mais de pas faire référence à ces kinks
pour rencontrer. Alors, sur 10 messages, t'en as 2 suspicions, mais il y en a 8 qui ont l'air plus de se connecter à toi en mode « Salut, moi aussi, je cherche ». Alors, à l'époque, parce que là, je te parle d'aujourd'hui, les 2 sur 10. Ouais. À l'époque, c'était systématique. À l'époque, on ne disait même pas bonjour des fois. C'était directement, t'es de quelle origine? Il y avait un SLT ou un CC ou un ça va, t'es de quelle origine? C'était souvent la première. CC, c'est coucou. Coucou. Ouais, à l'époque. T'avais soit un semblant de politesse et derrière tout de suite, t'es de quelle origine? Mais t'avais soit directement, soit en deuxième. À l'époque. Donc entre 2003 et 2008. À peu près. Et souvent, quand je répondais, quand j'acceptais de répondre, du coup, franchement, mes parents sont d'origine magérienne, la question qui suivait, c'était t'es monté combien? Quand c'était pas indiqué. Et ensuite, dans les questions qui pouvaient suivre, une fois que je répondais, je pouvais avoir c'est quoi tes tripes? Ça, on connaît tous. Tu kiffes quoi? Ok. Hein. Et ensuite, arrivait une des questions qui me faisait le plus sourire, est-ce que t'as une cave? Les gens te demandaient Bien si sûr. t'as une cave. Ouais. J'ai une anecdote d'un mec que j'étais jeune, j'étais en école de danse, j'étais en 2004, je crois. Un mec de Paris, qui était steward, je crois, et qui me kiffait, il m'arrivait pas à envoyer des messages, et je fais, écoute, moi je suis trop loin, puis t'es disponible que la nuit, c'est galère, tu vois. Il me dit, je m'en fous, il vient me chercher. Bon, un jour, ça gratouillait un peu en bas. Bon, écoute, moi, ça gratouillait un peu en bas. Mais t'avais des morpions. Voilà, non. Ça m'est déjà arrivé une fois, horrible. Non, mais en gros, j'avais envie un peu de... Voilà, ouais. Il y a un autre élément qu'il faut que je te mette en perspective aussi. Je fais une aparté. La première fois que je me suis branlé, j'avais 23 ans. Avant ça, rien. Avant 23 ans, je m'étais jamais touché. Soit on me suçait, soit on me touchait, mais moi, je le faisais pas, ça m'intéressait pas. Ok. Voilà. Pourquoi c'était une aparté parce que du coup j'arrive au truc et je me dis c'est cool, le mec il veut s'occuper de moi je suis très clair, hein. J'aime pas ci, j'aime pas ça, c'est très très clair, hein. Moi ça me plaît, pas de souci, t'as rien à faire, en mode pacha, tu t'allonges, tu fais. Pour moi c'est comme si tu me dis tu vas à une séance de massage taille et c'est gratos, et en plus je viens te chercher, oui, ok, d'accord. Donc il vient me chercher de Paris République en l'occurrence jusqu'à chez moi Cergy-Pontoise à 1h du matin, il me ramène chez lui dans son appartement, un appartement haussmannien plutôt sympa. On se gare dans le sous-sol. Il rentre sa voiture dans son box. Et alors, je sors de la voiture et je dis, il loue l'escalier, tu vois. Il dit, non, mais il n'y a pas d'escalier. Il y a un ascenseur, non plus. Je comprends pas. Il me dit, on fait ça là. Et là, je le regarde, je fais, comment ça fait ça? Oui, dans mon box. Et là, tu vois, c'était l'hiver. Je lui dis, non. J'ai froid. J'aime bien qu'il y ait 4 murs et un lit. Et peut-être une douche après, tu vois, et des toilettes peut-être aussi, mais non, le mec il voulait absolument, et donc il comprend que c'est niette, et il a un peu faim, j'imagine, et finalement on monte chez lui, et on fait nos affaires, c'était nul, et je rentre par le premier RER, quoi, Cergy. Et ça, je l'ai vécu de manière différente, mais souvent. Et ça n'a jamais été, à aucun moment donné, discuté avant. Jamais. Ouais. Jamais. Et je pense que ça fait partie du fantasme de ne pas en parler, mais d'espérer que je le propose. Que ça vienne de moi. Du coup, t'es dominant, t'es top, t'es rebeu, forcément. T'aimes les caves, forcément, t'aimes tout ça. Ça, je l'ai souvent vécu. Tu dis c'était nul. C'était nul. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je pense qu'il était sous cacheton. Je sais pas lequel, mais il n'était pas dans un état en tout cas stable et pour moi qui me rassurait. J'avais déjà pas été rassuré par le coup de la cave, tu vois, du box en l'occurrence, mais quand on est monté et qu'on a commencé nos affaires, il avait une espèce d'hyper activité au niveau du corps, une précipitation, quelques petits gestes qu'à l'époque je savais pas lire, qui incluaient des petits frottements de narines, tu vois, et à l'époque je comprenais pas ce qu'il faisait en fait, et j'ai compris beaucoup plus tard qu'il était sous substance, que voilà. Donc ça ça fait partie des petites anecdotes. Parce que en fait, toi, ce que tu comprends à ce moment-là, ouais. ou pas d'ailleurs, mais ce que je comprends moi après, c'est que pour kiffer ton moment, même si t'es assez inactif et que tu te fais sucer, t'as besoin de regard et ou de quelqu'un qui... Parce qu'on pourrait aussi dire... À ce moment-là, je reste un boys to men. Ah, ok. Je le suis encore aujourd'hui. Mais à ce moment-là, j'étais un boys to men. Et du coup, moi, ça me bloque immédiatement. J'en étais pas encore accepté, ce rôle. Ça, c'est venu beaucoup plus tard, l'acceptation de mon rôle de dame top.
J'étais encore en mode, je jongle entre les mondes, j'essaye de prendre, mais pas trop donner, mais ça marche pas. Est-ce que tu peux me décrire ce rêve Boyz II Men? Okay, Tu peux me décrire un mec qui te suce en mode Boyz II Men? Non, je veux pas dire que ça marche pas là-dessus. Pour moi, le mode Boyz II Men, le mode romantique, R&B lover, là, dans lequel j'ai un peu évolué par la danse, c'est dire que j'ai une construction hétéronormée. J'avais une construction hétéronormée du couple. Je m'en foutais que dans mon imaginaire, ce soit un homme ou une femme. On s'en fout. C'est que c'est deux personnes qui s'aiment. On prend soin l'un de l'autre, on partage. Donc on commence par un date. On commence par un date, exactement. En fait, j'ai envie de retrouver le jeune adulte Sam. Putain, il est loin. C'est celui dont tu parles. C'est celui dont je parle. On parle, évidemment. On se voit, on prend un verre. Si ça matche bien, on peut en manger un bout. Attends, quand ça match, pour ce Sam-là, c'était quoi? Il te fait rire, tu ris. Je me sens bien. Ça veut dire qu'on arrive à échanger, qu'on a des points communs, qu'on a des sujets où ça clique, tu vois. C'est absolument pas sexuel à ce moment-là. C'est vraiment l'humain, c'est qui t'es, comme un ami. Ok, est-ce que toi et moi, on peut devenir potes, on peut devenir amis? Ok. On se plaît physiquement, c'est super important, sinon on reste amis. Mais ok, on se plaît physiquement, cool, première étape. Deuxième étape, est-ce qu'humainement on est compatible? Cool. Troisième étape, sexuellement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce qu'à l'époque, j'y connais rien. Je me rends pas compte des rôles, je sais pas trop ce que j'aime. Donc pour moi, tu vois, sky is the limit, quoi. Je m'en fous de savoir actif, passif, ça n'a aucune importance pour moi. C'est pas ça qui va déclencher mon envie de partager mes fluides avec toi, tu vois. Et donc je suis là-dedans, je suis dans ce mécanisme, pour le coup, qui est très hétéronormé et très hétérostructuré, et pour le coup très hollywoodien aussi, hein, on va pas se mentir. Attends, c'est pas hétéronormé de dire j'ai envie de me connecter à quelqu'un que je kiffe. Non, mais tu vois la démarche très, pour moi, romancée, voire télévisualisée. D'accord, ouais. On se rencontre, on prend un verre, on mange un bout, on va au cinéma, on se revoit, on va chez l'un, on va chez l'autre, on fait un bisou, ou bien un bisou dans la rue, puis on se revoit, et puis à un moment donné, on a envie d'aller plus loin, on trouve soit chez toi, chez moi, ou à l'hôtel, j'en sais rien, pas dans une cave. Et voilà. Et tu vois, le truc, c'est comme une plante, tu vois, les racines se développent, et ça commence à faire un truc sympa, voilà. J'essaye de chanter Boyz II Men, mais ce qui me revient, c'est Darling, faisons l'amour. C'est pareil. Ça, c'est pas Boyz II Men. Hein. Non, mais c'est américain. C'est la même époque. On est d'accord que c'est la même époque. C'est quoi ce que je chante? Ah, je sais pas du tout. Ok. Mais je vois oui, bah c'est ça, c'est cette époque-là. C'est l'époque R&B lover. Ok. Qui est d'ailleurs très, très populaire dans la communauté. Et toi, populaire dans la communauté? Afro-caribéenne. Ok. Et toi, tu sautes, tu disais, tu sautes entre non mais moi je suis un lover, j'ai envie de ça. Ouais. Je le cherche sur les sites de rencontres. Ouais. Et je cherche mon âme sœur. Ça gratte, comme ton expression, ça gratte en bas. Genre t'as du désir sexuel qui monte. J'ai la libido qui est là, mon corps a envie de faire des choses, a besoin de choses, un appétit sexuel auquel je ne sais pas répondre en fait. Il y a une raison pour laquelle cette libido, c'est pas exactement ce que tu as dit, excuse-moi. Tu as dit, je me suis pas masturbé avant 23 ans. Il y a une raison particulière? Je n'avais rien à foutre. Et est-ce que tu avais du désir sexuel avant 23 ans? Oui. Quand j'ai commencé avec mon premier, du coup, il y a eu un amorce de quelque chose de très superficiel. Puis du coup, pour une fois qu'un mec m'a sucé et que j'ai trouvé ça agréable, tu vois. Pour moi, c'est quelque chose qui est super agréable, ça me détend. Et puis, si une éjaculation, c'est le truc en plus. Mais il y a quelque chose pour moi qui est très de l'ordre du tactile, du sensuel. Et puis, du coup, l'éjaculation qui détend, tu vois, où tu as un lâcher prise, c'est cool. Et pourquoi t'as pas envie d'aller le chercher tout seul chez toi? À l'époque? Ouais. Parce que je savais même pas que c'est possible. Je n'ai aucune connaissance que je peux faire ça tout seul. Que je peux atteindre ce truc-là tout seul. Avant 23 ans, tu ne consommes pas de porno? Oui, se masturbe. C'est une bonne question. Si, vite fait. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je pense que c'est quand je suis tombé sur du Wesh Cousin et compagnie que j'ai eu là-dedans des petites séquences qui m'ont fait ça réagit en bas. Il y a des petits trucs que j'aimais bien là-dedans, donc je me dis ok. Alors j'aime pas du tout le film, il est pourri, il me choque en plus, mais là-dedans il y a peut-être des miettes que je peux réexploiter et en collant les miettes, peut-être que ça éveille un truc en moi. Pourquoi ça s'est pas éveillé dans les contenus porno que tu regardais avant 23 ans? J'en regardais pas, quasiment. Non, quasiment. Quasiment. T'as l'impression que c'était tabou, t'as refoulé quelque chose avant 23 ans. C'est bizarre de regarder quasiment pas de porno. C'est parce qu'il faut que tu imagines que ma sexualité, elle est venue par des personnes, par des hommes et pas par moi-même.
J'ai pas découvert mon corps et l'érection et l'excitation et l'éjaculation par moi-même. J'ai découvert par la main et la bouche d'autrui. Et du coup, pour moi, c'était autrui qui devait pratiquer et me donner du plaisir. Moi, tout seul, c'était pas intéressant. Tu sais à quoi je comparais ça? C'est comme essayer de me chatouiller tout seul. Je n'arrive pas à me chatouiller tout seul. Moi, c'était pareil. Et toi, aujourd'hui ou à cette époque, tu avais l'impression que c'était un problème? Non. Voilà. Rien à foutre. C'est ça. Il n'y a pas de souffrance connectée à ça. Non. Tu sais, j'ai eu des pollutions nocturnes tard en plus. Mais là, en l'occurrence, super tard. Pollution nocturne. Ouais, des petites éjaculations nocturnes, quoi. Il y a plusieurs terminologies pour ça. Ah, non, mais c'est joli. T'es médecin? Non, mais c'est mon médecin qui a dû m'en parler, je pense, à l'époque. Voilà. Ok. Non, mais je voulais pas sous-entendre que mes questions, c'était « Ah, je trouve ça anormal », je voulais comprendre. Oui, bien sûr. Mais non, pour toi, c'était pas lié à un tabou, à un refoulement et tout. Non, pas du tout. C'est une façon d'entrer. T'es avant tout, à ce moment-là, et c'est peut-être lié à Boyz II Men, t'es d'abord connecté à l'autre dans ta sexualité ça passe au fait organique de la masturbation. Tout à fait. Donc, je peux en être, mais mon cheminement est celui-là. Donc, je vais te couper. Vas-y, coupe-moi. Car nous avons terminé la première partie de ton témoignage. Il me semble être le bon moment. Et tu vas continuer à raconter au prochain épisode là où on en était. C'était cette question. Est-ce que je me saisis de cette petite case, de cette fétichisation? Est-ce que j'y vais dedans ou est-ce que j'y vais pas dedans? Ça te va? Ça me va. Top. Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.